Chapitre 8, le segment mobile. Nous allons étudier dans ce chapitre la mobilité de la colonne vertébrale. Vous devrez porter attention aux mécanismes qui sont présentés ici. Pour comprendre la statique et la mobilité de la colonne. Voyons à l'introduction la constitution du segment mobile. Le segment mobile est constitué de deux parties. Une première partie qui va être ventrale et qui est satellite du corps vertébral et qui va être constituée essentiellement par le disque intervertébral. La deuxième partie va être satellite de l'arc vertébral et va être constituée de différents compartiments. Le compartiment le plus ventral, qui est mobile, va correspondre à l'espace entre deux pédicules, c'est le foramen intervertébral. Il n'existe pas de structure ligamentaire entre les deux pédicules, donc ce segment participe à la mobilité. En arrière, nous allons retrouver les icapophyses, donc une structure articulaire où les deux vertèbres vont être en contact, mais un contact mobile. Plus en arrière, on retrouve les lames qui vont être connectées par une structure ligamentaire fibreuse que nous connaissons, que nous avons appelé le ligament jaune. En arrière, entre les processus épineux, sur la ligne médiane, va exister aussi des structures ligamentaires mobiles. Et enfin, non représentées sur ce schéma, nous le verrons plus tard, entre les processus transverses, des structures ligamentaires. Les articulations qui unissent les vertèbres entre elles sont toutes identiques, sauf au niveau de C1, C2 comme nous l'avons vu, et sauf au niveau du sacrum coccyx. Ces articulations participent toutes à la posture et au mouvement du corps. La hauteur totale des disques correspond à 25% de la hauteur vertébrale. Intéressons-nous sur cette diapositive à la portion du segment mobile satellite du corps vertébral. Sur cette vue latérale de deux vertèbres lombaires, nous allons mettre en place successivement les différents éléments mobiles satellites du corps. Le premier élément est le plus important car le plus volumineux correspond au disque intervertébral. Ce disque intervertébral est associé à la face ventrale des vertèbres, mais aussi à la face ventrale du disque, à un ligament appelé ligament longitudinal ventral. Ce ligament longitudinal ventral, LLV, s'insère au niveau crânial sur l'os occipital, c'est-à-dire sur le crâne, et s'insère à sa partie caudale au niveau de la face ventrale de S2. Son insertion se fait sur toute la longueur, à la face ventrale des corps et à la face ventrale des disques intervertébraux. En arrière, dans le canal vertébral, on trouve le ligament longitudinal dorsal ou LLD. Ce ligament longitudinal dorsal a son origine au niveau de l'os occipital et va venir s'insérer à la face postérieure de chaque corps vertébraux. Il n'existe pas une insertion franche à la face postérieure des disques intervertébraux, ce qui le différencie du ligament longitudinal ventral. L'espace entre les disques intervertébraux et le ligament longitudinal dorsal est occupé par ce qu'on appelle les veines basivertébrales. Intéressons-nous maintenant sur cette diapo à la portion du segment mobile située entre les arcs vertébraux. Il existe entre chaque vertèbre un foramen intervertébral. Ce foramen intervertébral correspond à l'union de deux incisures. C'est par ce foramen intervertébral ou trou intervertébral que va émerger les nerfs spinaux. Il existe associé à ces nerfs spinaux du tissu adipeux et ces éléments-là ne vont pas intervenir
dans la mobilité intervertébrale. En revanche, le ligament supraépineux, qui correspond à la structure la plus caudale et qui s'insère d'un processus épineux à l'autre, ainsi que sur le ligament interépineux, que l'on va voir tout de suite, va lui jouer un rôle important dans le contrôle de la mobilité intervertébrale. Ce ligament supraépineux a pour origine au niveau crânial le processus épineux de C2, la deuxième vertèbre cervicale, et se termine sur la crête médiane du sacrum à la partie la plus caudale. Associé à ce ligament supraépineux, les articulations zygapophysaires, qui vont jouer un rôle important dans la mobilité intervertébrale. Il s'agit de véritables articulations avec un manchon fibreux, une synoviale et deux surfaces articulaires en contact. Plus en arrière, entre les lames, existe ce que l'on appelle le ligament interlamaire ou ligament jaune. Sur la ligne médiane, entre les processus épineux, se trouve enfin le ligament interépineux. Tous ces éléments vont donc jouer un rôle important dans le contrôle de la mobilité entre deux vertèbres successives. N'est pas représenté sur ce schéma le ligament intertransversaire qui va donc s'insérer d'un processus transverse à l'autre. Voyons plus en détail l'anatomie du disque intervertébral. Nous allons pour cela réaliser une coupe médio-sagittale de deux vertèbres lombaires et étudier ce que l'on appelle le complexe corporéo-discal. Nous remettons en place les ligaments longitudinaux avec le ligament longitudinal ventral à la face ventrale des corps vertébraux et le ligament longitudinal dorsal à la face dorsale des vertèbres dans le canal vertébral. On place ce qu'on appelle le cartilage hyalin qui va se situer à la face caudale ou crâniale du corps vertébral et qui va être le site d'insertion du noyau. Le noyau est constitué d'un centre que l'on nomme le nucleus pulposus ou noyau pulpeux. Il s'agit d'une substance gélatineuse qui est molle et qui contient 70 à 80% d'eau. Sa densité, et donc sa hauteur, réduit avec l'âge. Il est intéressant aussi de constater qu'au cours de la journée, après une station debout prolongée, le nucleus pulposus va se vider en partie de son contenu hydrique et on va donc perdre quelques centimètres sur la journée. Au cours de la nuit, en position allongée, les corps vont se réhydrater et reprendre leur hauteur physiologique. Est donc représenté ici le nucleus pulposus. Autour du nucleus pulposus, nous avons une structure fibreuse appelée annulus fibrosus. Il est important de constater que le nucleus pulposus est légèrement décalé en arrière et ne se situe pas exactement au centre des corps vertébraux. Voyons plus en détail maintenant le disque intervertébral. C'est représenté ici sous la forme d'un schéma sur une vue postéro-latéro-crâniale. Mettons en place tout d'abord au milieu du disque le nucleus pulposus. L'annulus fibrosus, qui va entourer le nucleus pulposus, est constitué d'une succession de couches concentriques de fibres croisées, telle l'anatomie d'un oignon. Cette organisation fibreuse permet une résistance importante dans les différentes directions de l'espace qui vont solliciter le disque dans les mouvements qui vont impliquer la colonne vertébrale. Cette organisation fibreuse peut être
peut expliquer aussi certains processus pathologiques, comme par exemple les hernies discales, qui sont une protrusion du nucleus pulposus à travers l'annulus fibrosus, avec une dissection des fibres et une extériorisation du nucleus pulposus. En termes anatomiques, il est important de connaître l'épaisseur des disques, ou du moins d'en connaître l'ordre de grandeur. Au niveau cervical, au niveau de ces deux, le disque mesure en hauteur 6 mm. Au niveau thoracique, ce disque a une hauteur de 4 mm. Et au niveau lombaire, les disques ont en moyenne une hauteur de 12 mm. Voyons plus en détail l'anatomie du ligament longitudinal ventral. Ici est représenté donc le corps vertébral. Les pédicules ont été sectionnés, c'est le pédicule gauche qui est visible ici. On repère en vert le disque intervertébral. Et donc à la face ventrale, mais aussi ventrolatéral, va se plaquer le ligament longitudinal avec une insertion étroite sur l'os, sur les corps vertébraux, mais aussi sur le disque intervertébral. Le ligament longitudinal ventral. Le ligament longitudinal dorsal, quant à lui, a une organisation légèrement plus complexe. Nous avons ici 3 vertèbres et nous sommes situés dans le canal vertébral. Les pédicules ont été sectionnés. Ici, c'est le pédicule droit qui est fléché. On peut mettre ainsi en place 2 disques intervertébraux et le ligament longitudinal dorsal. Le ligament longitudinal dorsal est constitué de plusieurs contingents de fibres. Le premier contingent de fibres sont des fibres directes qui ont une orientation longitudinale, c'est-à-dire verticale. Associées à ces fibres, nous avons des fibres qui ont une orientation oblique qui s'appellent les fibres latérales. Ces fibres directes et ces fibres latérales s'insèrent sur les disques intervertébraux et sur les pourtours des disques intervertébraux sur les vertèbres. En revanche, à la face postérieure des vertèbres, au niveau des pédicules, eh bien, cette insertion ligamentaire ne se fait pas et c'est le lieu de passage de veines basivertébrales qui vont passer donc en avant du ligament longitudinal dorsal et en arrière de la face dorsale des corps vertébraux. Intéressons-nous effectivement à la mobilité de ce disque. Nous allons ainsi solliciter le disque intervertébral avec une vue de face de 2 vertèbres lombaires et une vue de profil. On place en vert au centre le nucleus pulposus et autour l'annulus fibrosus. Nous allons appliquer une contrainte avec une force à la partie supérieure des vertèbres et cette sollicitation sera une sollicitation verticale. Nous allons nous intéresser à la hauteur que nous appelons ici grand E du disque intervertébral. Et si l'on applique une force plus importante sur la vue de profil, on constate que la hauteur du disque vertébral est diminuée. Il joue donc le rôle d'un amortisseur avec une réduction de hauteur du disque. L'élément important est de réaliser que cette diminution d'auteur ne correspond pas à une diminution de volume. Lors du passage d'une situation d'équilibre A, avec une charge faible, à une situation B, charge forte, le nucléus se déforme, mais à volume fixe. Représentons de la même façon, de façon plus schématique, ce que nous venons de voir. Avec un équilibre A et un équilibre B.
Le nucleus pulposus est représenté ici en vert, au milieu. Et on retrouve les différentes hauteurs et on constate qu'en compression verticale, le disque perd de l'épaisseur et augmente ses dimensions horizontales. C'est ainsi que nous sommes en volume constant. Réalisation de sollicitation asymétrique du disque. Nous reprenons notre vue latérale de 2 vertèbres lombaires ainsi que notre vue de face. La situation A correspond à une inclinaison ventrale, c'est ce qu'on nomme une flexion. Sur le schéma B, on a une inclinaison latérale. Ici, c'est une inclinaison latérale gauche. Observons les mouvements au niveau du disque intervertébral. On représente ici le nucleus pulposus en vert et vous voyez que l'inclinaison latérale gauche refoule le nucleus pulposus sur la droite. Avec un déplacement latéral droit du nucleus pulposus. Sur la vue de profil, en flexion, de la même façon, le nucleus pulposus va être décalé en arrière. Lors de sollicitations asymétriques, inclinaison A et B, le nucléus s'excentre dans la direction inverse à l'inclinaison. Nous allons étudier sur les 2 diapos successives l'anatomie de l'articulation zygapophysaire. Nous allons commencer par une vue latérale de 2 vertèbres lombaires avec le corps vertébral sectionné sur la gauche de la diapo. Cette articulation zygapophysaire correspond donc à 2 surfaces articulaires, la surface articulaire caudale de la vertèbre sous-jacente et la surface articulaire crâniale de la vertèbre sous-jacente, est représentée ici en bleu la surface articulaire caudale de la vertèbre sous-jacente. Cette articulation présente un manchon fibreux qui est circulaire et qui va faire le tour des colonnes zygapophysaires. À ce manchon capsulaire est associée une synoviale, l'ensemble formant une capsule permettant les glissements d'une surface articulaire sur l'autre. Si l'on s'intéresse toujours à cette articulation zygapophysaire, mais qu'on s'intéresse cette fois à la face médiale en se plaçant dans le canal vertébral, on retrouve un manchon fibreux qui va donc entourer l'articulation. Ce manchon donc est donc un manchon circulaire. Sur ce schéma, nous allons voir l'anatomie du ligament transverse. Eh bien, ce ligament transverse, tout simplement, s'insère d'un processus transverse à l'autre. Et il a un trajet vertical. Est représenté ici le ligament transverse droit. Il existe un homologue contralatéral à gauche qui n'est pas représenté ici. L'anatomie du ligament jaune. Nous sommes ici dans le canal vertébral et on regarde on a une orientation dorsale à partir du canal vertébral. Les pédicules ont été sectionnés de la vertèbre sous-jacente et de la vertèbre sous-jacente. On repère latéralement le contact entre 2 vertèbres qui se fait à travers les zygapophyses avec la capsule zygapophysaire. On retrouve sur la vertèbre sous-jacente la lame avec le bord crânial et on retrouve en dessous, sur la vertèbre sous-jacente, la lame qu'on a appelée lame caudale. Le ligament jaune ou ligament interlamaire va s'insérer d'une lame à l'autre. Sur ce schéma, il s'insère de la lame crâniale à la lame caudale. L'insertion crâniale se fait sur la face ventrale et à la partie caudale de la lame crâniale. L'insertion sur la lame caudale se fait à la face
dorsale au bord crânial de la lame. On a ainsi un chevauchement tel les tuiles d'un toit. Le ligament jaune est représenté en deux parties, et j'ai représenté ici sur le schéma de façon symbolique un trait sagittal noir qui sépare le ligament jaune gauche du ligament jaune droit. Ligament jaune sur une vue dorsale. Nous avons toujours nos deux vertèbres lombaires. On peut mettre en place les facettes articulaires, la lame crâniale de la vertèbre sous-jacente et la lame caudale de la vertèbre sous-jacente. Comme je viens de le dire à l'instant, le ligament jaune peut être séparé en deux, ligament jaune droit, ligament jaune gauche. Ce qui nous importe ici est représenté en pointillé sur la lame crâniale, c'est l'insertion crâniale de ligament jaune. Vous voyez que l'insertion crâniale du ligament jaune se fait à la face ventrale de la lame. Alors qu'au niveau caudal, l'insertion se fait à la face dorsale de la lame. Il existe plusieurs ligaments annexes au processus épineux et nous allons les voir en détail. Représenté ici en bleu, la facette caudale de la zygapophyse caudale de la vertèbre sous-jacente. On met en place ici, entre les lames, le ligament jaune que l'on vient de voir en détail. Plus en arrière, sur la ligne médiane, entre deux processus épineux, existe ce que l'on appelle le ligament interépineux. Ce ligament interépineux est constitué de plusieurs contingents fibreux. Le premier correspond à un contingent vertical étendu du bord caudal du processus épineux sous-jacent au bord crânial du processus épineux sous-jacent. Ces fibres sont quasiment verticales. Il existe associé des fibres arciformes qui vont être étendues pour leur part horizontalement et former un véritable treillis fibreux entre les deux processus épineux, renforçant ce dernier. Plus en arrière, on retrouve le ligament supraépineux. Ce ligament supraépineux s'insère d'un processus épineux à l'autre, ainsi que sur le ligament interépineux. Que se passe-t-il au niveau de la jonction crânio-vertébrale et quelle est la disposition des structures mobiles à ce niveau? Nous allons tout d'abord placer les structures osseuses que nous connaissons avec la vertèbre C1, C2 et C3. L'autre élément osseux, c'est le crâne, la partie donc caudale du crâne, avec l'os occipital. Nous le verrons plus tard, l'os occipital présente ici donc ce qu'on appelle l'écaille occipitale en arrière et la lame basilaire en avant. Ces deux structures osseuses vont former le foramen magnum qui va être le lieu de passage de la moelle épinière. Comme structure que nous connaissons, nous pouvons mettre en avant le ligament longitudinal ventral, donc qui s'insère sur la face ventrale des corps vertébraux et des disques intervertébraux et qui a pour origine l'os occipital. On peut placer aussi le ligament longitudinal dorsal, qui est donc situé à la face dorsale des corps vertébraux et des disques intervertébraux. On peut placer le ligament jaune. Ce ligament jaune est donc entre les lames de vertèbres sus et sous-jacentes. De la même façon, la structure ligamentaire entre C1 et C2, qui va donc unir les lames de C2 à l'arc, à la partie postérieure de l'arc de C1, et se nomme aussi le ligament jaune. On place le ligament interépineux. Ce ligament interépineux entre C3 et C2 a exactement la même anatomie
que celle qui a été décrite sur la diapositive précédente. Entre C2 et C1, il existe aussi un ligament interépineux qui vient se fixer sur la ligne médiane à la face dorsale de l'arc vertébral de C1. Le ligament supraépineux, comme on l'a dit, prend naissance au niveau de l'épineuse de C2 et on retrouve une large structure médiale ligamentaire qui se nomme le ligament nucal. Le ligament nucal est constitué de 3 contingents. Un premier contingent va venir s'insérer au niveau de la partie dorsale de l'arc de C1, sur la ligne médiane, juste au-dessus de l'insertion du ligament épineux. Un contingent quasiment vertical va venir s'insérer sur l'os occipital, et un contingent, enfin dorsal, va venir s'insérer jusqu'à la protubérance occipitale externe. Entre C1 et l'os occipital existe une structure ligamentaire dont l'anatomie est très proche de ligament jaune. Ce ligament se nomme la membrane atlanto-occipitale dorsale. On retrouve entre l'arc antérieur de C1 et l'os occipital, à la partie ventrale, cette même membrane, appelée membrane atlanto-occipitale ventrale. Je place aussi sur ce schéma le ligament transverse de l'atlas que nous avons vu précédemment, et nous voyons ainsi l'ensemble des structures mobiles au niveau de la jonction crânio-vertébrale. Quel est le rôle des courbures au niveau de la colonne vertébrale? Le rôle des courbures au niveau de la colonne vertébrale est expliqué par la loi de Euler. Cette loi de Euler peut être simplifiée de la façon suivante. La résistance de la colonne va être égale à n au carré plus 1. n correspond au nombre de courbures alternes. Au niveau de la colonne vertébrale, chez l'homme, nous retrouvons 3 courbures, cervicale, thoracique et lombaire. La valeur de n est donc 3. L'intérêt de ces courbures est donc de multiplier par un facteur 10 la résistance de la colonne vertébrale. Sur le plan anatomique, il est intéressant de s'intéresser aux trabécules osseux de la vertèbre. Ces trabécules osseux correspondent à une organisation fibreuse du corps des vertèbres qui permettent un transfert des forces à travers le corps vertébral. Ces fibres n'ont pas une orientation verticale, mais traversent de façon transversale les corps vertébraux, ce qui permet de diffuser les contraintes mécaniques sur l'ensemble du corps vertébral. J'ai voulu représenter ici, de façon schématique, des fibres qui constituent les trabécules osseux des corps vertébraux, avec en rouge ici le contingent qui a pour origine la colonne zygapophysaire et qui va venir oblique à travers le pédicule jusqu'au corps vertébral et ainsi transmettre les contraintes mécaniques de la colonne zygapophysaire jusqu'au corps vertébral. De la même façon, du corps vertébral, on retrouve des trabécules osseux qui vont permettre aux contraintes mécaniques de diffuser sur l'ensemble de la vertèbre et ainsi de se répartir sur tout le corps vertébral. Faisons un petit peu de mécanique. Le mouvement d'un solide sur un axe peut se faire seulement dans 2 directions. 2 mouvements sont possibles. Le premier, c'est une translation. On va déplacer notre solide le long de l'axe. Le deuxième est une rotation autour de l'axe. On peut donc conclure que par rapport à un axe, un solide a 2 degrés de liberté. Translation, rotation. En termes de vocabulaire, si la rotation est égale à 0, on parle de translation pure. Si la translation est égale à 0, on parle de rotation pure. Au niveau vertébral,
nous pouvons retrouver différents axes. Le premier axe est l'axe sagittal. Nous allons voir quelles sont la mobilité des corps vertébraux par rapport à cet axe sagittal. Sur une vue de face, la rotation autour de l'axe sagittal correspond à une inclinaison latérale droite ou une inclinaison latérale gauche. Sur une vue de profil, nous pouvons étudier la translation sur l'axe, et cette translation au niveau vertébral va être à l'origine d'une translation sagittale ventrale ou dorsale. Plaçons-nous maintenant le long de l'axe transversal, avec une rotation autour de cet axe sur une vue de profil va correspondre à ce qu'on appelle une inclinaison des corps vertébraux, et le terme anatomique approprié est celui de flexion lorsque l'inclinaison a une orientation ventrale, ou d'extension lorsque l'inclinaison a une orientation dorsale. Vous voyez ici le corps vertébral sous-jacent qui est en position d'extension, donc une inclinaison dorsale. Le corps vertébral sous-jacent est fixe. Et lorsqu'on applique une rotation le long de cet axe transversal, la vertèbre s'incline ventralement et nous sommes donc en situation de flexion. Sur une vue de face, le long de cet axe transversal, on peut avoir des translations, une translation vers la droite ou une translation vers la gauche. Enfin, selon l'axe vertical, nous allons retrouver aussi une translation et une rotation. Est représentée ici une vertèbre, deux vertèbres. La vertèbre sous-jacente est fixe. La vertèbre sous-jacente va translater le long de l'axe vertical. Lorsque le corps vertébral va prendre une orientation crâniale le long de cet axe, on va avoir ce que l'on appelle un écartement. Et lorsqu'on va avoir une translation dont l'orientation sera caudale, on va avoir un rapprochement des corps vertébraux. Ici représenté donc un rapprochement et ici un écartement. La rotation, quant à elle, est faite sur ce schéma avec toujours représenté en vert et en pointillé la vertèbre sous-jacente qui est fixe. Et on va appliquer une rotation à la vertèbre sous-jacente, avec une rotation sur la droite et ou une rotation sur la gauche. Le schéma représenté ici doit être décrit de la façon suivante. Le triangle blanc correspond au foramen vertébral et le reste schématise le corps vertébral et l'arc vertébral. Mettons ensemble l'ensemble de ces degrés de liberté afin de comprendre la mobilité au niveau de la colonne vertébrale. La première situation correspond à ce que l'on nomme la situation d'équilibre, représentée ici par le chiffre 1 et correspond à la position de repos. On constate sur cette situation d'équilibre qu'il existe trois contacts. Un premier contact au niveau des corps vertébraux par l'intermédiaire des disques intervertébrales et deux contacts par les colonnes zygapophysaires droite et gauche qui sont en arrière. Appliquons une flexion entre les deux vertèbres. On va se retrouver dans ce qu'on appelle une situation de déséquilibre lorsqu'on applique une flexion pure, car les surfaces articulaires des colonnes zygapophysaires vont se décoller l'une de l'autre. Cette situation de déséquilibre ne peut persister. Il va donc se passer une modification associant 2 degrés de liberté afin que les trois contacts persistent. La restitution de ces trois contacts se fait par l'association d'une translation ventrale à notre flexion. Quels que soient les mouvements appliqués à la colonne vertébrale, cette règle est toujours appliquée. La description de ce processus va passer à travers cette diapositive de texte.
Au total, un disque intervertébral est un dispositif articulaire qui autorise 6 mouvements élémentaires. On a vu qu'autour de chaque axe, nous avions soit une rotation, soit une translation. Sur les 3 axes, on a ainsi 2 translations, ce qui fait 6 mouvements élémentaires. Un disque possède donc 6 degrés de liberté. Pour qu'une vertèbre s'appuie de manière stable sur la vertèbre sous-jacente, on parle ainsi d'équilibre isostatique, il est indispensable qu'existent entre elles 3 zones de contact. Un contact corporéal par le disque intervertébral et 2 contacts symétriques par les surfaces zygapophysaires. L'obligation du contact en 3 zones de 2 vertèbres voisines, quel que soit le mouvement, impose la combinaison de plusieurs mouvements de translation et de rotation au niveau du disque intervertébral. Quels sont les facteurs qui agissent sur l'amplitude des mouvements intervertébraux? Tout d'abord, c'est ce que l'on nomme l'indice discal. L'indice discal est le rapport disco-corporéal, RDC, et ce rapport disco-corporéal correspond à l'épaisseur du disque divisé par l'épaisseur du corps. Il faut retenir que plus le RDC est grand, plus la mobilité est grande. Associé à cet indice discal, d'autres facteurs agissant sur l'amplitude des mouvements intervertébraux est l'environnement corporéal. Intéressons-nous aux différents facteurs agissant sur l'amplitude des mouvements intervertébraux à chaque étage de la colonne vertébrale. Tout d'abord au niveau cervical. Pour cela, je représente ici une vue ventrolatérale de 2 vertèbres cervicales ainsi qu'une vue de profil. Le premier élément, c'est le RDC cervical qui est évalué à 1/4. Les facteurs corporéaux environnementaux sont les suivants. Tout d'abord, la latéralisation des colonnes zygapophysaires. Les colonnes zygapophysaires au niveau cervical sont latéralisées, contrairement à ce qu'on trouve sur le reste de la colonne vertébrale, et cette latéralisation va limiter l'amplitude des mouvements au niveau cervical. De la même façon, le processus semi-lunaire de part et d'autre de la face crâniale des corps vertébraux au niveau cervical va limiter l'amplitude des mouvements. Au niveau thoracique, le RDC est à 1/7, et c'est surtout la présence des côtes, du grille costal, au niveau thoracique qui va limiter de façon majeure les amplitudes de mouvement des vertèbres thoraciques. De la même façon, les processus épineux qui sont inclinés, qui sont davantage obliques, vont limiter aussi certains mouvements. Au niveau lombaire, le RDC est de 1/5, et c'est la dimension sagittale et transversale proéminente de cette vertèbre qui va limiter l'amplitude de mouvement. Étudions les différents mouvements au niveau de la colonne vertébrale. Tout d'abord, les mouvements de flexion et d'extension. Il est à noter ici que sur les valeurs qui vont être données, nous tenons compte de la mobilité au niveau de la jonction crânio-vertébrale. Nous sommes bien sûr en position anatomique de référence, c'est la position neutre. Que se passe-t-il au niveau cervical en termes de mobilité? La flexion est de 70 degrés au niveau cervical et de 80 degrés en extension. Si l'on détaille davantage au niveau des vertèbres cervicales, au niveau de l'occiput et de C1, la flexion-extension, la somme de la flexion et de l'extension est de 15 degrés.
Entre C1 et C2, en flexion-extension, on peut obtenir 15 degrés aussi. On a ainsi une répartition de la mobilité sur 7 vertèbres et qui implique 8 segments mobiles. Au niveau de la colonne thoracique, l'amplitude est franchement limitée par la grille costale, malgré le nombre plus important de segments mobiles. On a ainsi en flexion 30 degrés et en extension 40 degrés. On a une répartition de la mobilité sur 12 vertèbres avec 12 segments mobiles. Au niveau de la colonne lombaire, l'amplitude est plus importante et équivalente en flexion-extension et évaluée à 45 degrés. À ce niveau-là, 5 vertèbres sont impliquées dans la mobilité ainsi que 5 segments mobiles. Étudions maintenant les mouvements d'inclinaison latérale de la colonne vertébrale. Ces mouvements sont symétriques par rapport à l'axe vertical, à droite et à gauche. Au niveau de la colonne cervicale, l'amplitude est de 20 degrés. Il est important de noter à ce niveau qu'il n'existe aucune inclinaison latérale entre l'occiput et C1 et entre C1 et C2. L'inclinaison latérale au niveau thoracique est de 30 degrés à droite et à gauche. Au niveau de la colonne lombaire, l'amplitude est la moins importante avec une inclinaison latérale de 20 degrés à droite et à gauche. Mouvement de rotation droite ou gauche. Au niveau de la colonne cervicale, la rotation totale est de 50 degrés à droite, 50 degrés à gauche. Au niveau occiput C1, la rotation est de 0 degré. En revanche, au niveau de C1-C2, la moitié de la rotation cervicale se fait. On a donc une rotation de 25 degrés à droite ou à gauche, rien qu'au niveau des vertèbres C1-C2. Au niveau thoracique, la rotation globale de la colonne thoracique est de 30 degrés à droite, 30 degrés à gauche. Au niveau de la colonne lombaire, la rotation est de plus ou moins 15 degrés à droite, plus ou moins 15 degrés à gauche. Sur ce tableau est récapitulé l'ensemble des amplitudes de mouvement de la colonne vertébrale. Ce sont les mêmes chiffres que sur les diapos précédentes, mais c'est une vue d'ensemble qui permet de retenir un certain nombre de points. Tout d'abord, c'est le rôle dans la mobilité de l'articulation C1-C2. Son rôle essentiel est dans la rotation droite-gauche de la colonne cervicale. L'autre élément, c'est qu'au niveau cervical, l'articulation occiput C1 n'intervient que dans la flexion et l'extension cervicale. Enfin, la colonne thoracique est limitée dans la plupart de ces mouvements par la cage thoracique. Il faut retenir que cette diminution diminue d'un quart vers 50 ans et de moitié vers 75 ans. Cette diminution est en rapport avec le vieillissement des structures, la perte d'élasticité et l'installation d'arthrose.